Connaissance, recherche, sciences, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, nature. Je vous remercie beaucoup. Lorsque le professeur Prochance m'a fait l'honneur de m'inviter à ce colloque, il savait bien que je n'étais pas spécialiste de Darwin, et ce n'est donc pas à ce titre que je vais parler aujourd'hui. Mais il savait que je travaillais depuis quelque temps maintenant sur le concept de plasticité, aux confins de la philosophie, de la biologie et des neurosciences. Et c'est à ce titre qu'il m'a convié à exposer aujourd'hui une réflexion libre sur la manière dont la pensée de Darwin rencontre ce concept de plasticité. À vrai dire, la pensée de Darwin fait plus que le rencontrer, puisqu'une lecture attentive de l'origine des espèces, si l'on s'en tient à ce livre, révèle que la plasticité constitue l'un de ses motifs centraux. Avec la plasticité, nous sommes en effet au cœur de la théorie de l'évolution. Ce concept permet d'articuler ce que Darwin expose dès le début de l'ouvrage, à savoir le rapport fondamental qu'entretiennent la variabilité d'une part, la sélection naturelle d'autre part. Variabilité d'abord, tous les termes qui, dans l'origine des espèces, caractérisent la mutabilité des espèces, c'est-à-dire ce que Darwin appelle change, le changement, modification, la modification, deviations of structure, les déviations de structure, les variations, la variabilité elle-même, se trouvent tous résumés en quelque sorte dans ce terme générique que Darwin appelle la condition plastique des descendants, Plastic Condition of the Offspring, page 173 de l'édition anglaise. Je cite le début du chapitre 5. Darwin dit « Le système de reproduction est éminemment susceptible de changements dus aux conditions de vie. Et j'attribue essentiellement la perturbation du fonctionnement de ce système chez les parents à la condition variable ou plastique des descendants. » Fin de citation. À considérer le phénomène de la descendance, dit encore Darwin à 2 reprises au moins, on a l'impression, je le cite, que c'est l'organisation tout entière qui est devenue plastique. Page 75, page 130 de l'édition anglaise. C'est-à-dire que la structure de l'organisme révèle dans les descendants son aptitude à changer de forme. L'espèce tout entière révèle à partir de là sa mutabilité, la souplesse de ses potentielles transformations morphologiques. Voilà donc pour un premier sens de la plasticité, la variabilité. La sélection ensuite, puisque j'ai dit pour commencer que plasticité articulée, variabilité et sélection. Je ne pense pas, dit Darwin à la fin du premier chapitre, je cite, que la variabilité soit contingente. En fait, nous apprenons en lisant le livre que la variabilité n'est pas contingente du tout, dans la mesure où elle obéit à des lois. Nous ignorons beaucoup de ces lois, poursuit Darwin, mais il y en a une au moins qui nous est connue, celle qui apparaît sans nul doute comme la plus opératoire, la plus effective dans la nature, qui est précisément celle de la sélection. Je cite Darwin, « Au-dessus de toutes les différentes causes de changement, je suis convaincu que l'action accumulée de la sélection est de loin le pouvoir prédominant. » Fin de citation. Dès lors, pour comprendre le rapport entre sélection et variabilité, nous dirons, Darwin nous explique, que la sélection dirige la variabilité. Et nous découvrons là un second sens de la plasticité, qui dit cette fois la prise de forme orientée par la sélection, non pas hasardeuse, nous ne sommes pas dans la nature face à un polymorphisme sans structure ni règle, mais tournée vers la viabilité, la consistance, l'autonomie d'une organisation vivante. La condition plastique, ce que Darwin appelle ainsi, autrement dit l'évolution elle-même, articule donc 2 significations de la plasticité. D'une part, la souplesse et la fluidité des formes, ce sont les variations de Darwin. De l'autre, la plasticité comme décision naturelle des formes viables,
c'est-à-dire des formes durables, héritables ou héréditaires. C'est sur ce rapport entre variation et sélection que je voudrais réfléchir aujourd'hui, de façon un peu libre, je l'ai dit, pour exposer devant vous quelques-unes des questions philosophiques qu'a soulevées en moi la lecture de Darwin depuis longtemps et que je n'avais jamais encore eu l'occasion de formuler. Selon moi, la leçon fondamentale du darwinisme est que dans la nature, le rapport plastique, variation-sélection, est précisément plastique parce qu'il n'est pas, à proprement parler, programmé. La sélection, nous le savons chez Darwin, la sélection naturelle, apparaît dans la nature comme un mécanisme bizarrement sans intention sélective. Le meilleur est le plus apte, mais l'aptitude est, on le sait chez Darwin, indépendante de tout jugement de valeur ou de toute réelle téléologie. La sélection naturelle est donc paradoxalement atéléologique parce qu'elle est sans intention. À ce titre, et paradoxalement parce qu'elle n'est qu'un mécanisme, elle est pleine de promesses. Elle est pleine de promesses parce que les formes qu'elle sélectionne ne sont jamais choisies à l'avance et se révèlent être ainsi des promesses de différence, des promesses d'inattendu. Or, et c'est le problème dont je voudrais précisément discuter ici et que je livre à la discussion, il semble que cette plasticité sélective naturelle n'a jamais pu avoir de destin social. On connaît les errements du darwinisme social, qui est tout sauf une théorie de la plasticité. Donc je ne vais pas ici parler de la sélection sociale en général, et je m'en tiendrai ici à un exemple de sélection sociale, c'est-à-dire l'exemple des examens et de la sélection professionnelle, en faisant remarquer que dans le social, à l'inverse de ce qui se passe dans la nature, la sélection des meilleurs, leur promotion par un choix en fonction de leurs aptitudes, de certains caractères, de capacités techniques, semble justement ne jamais connaître aucune plasticité. La condition plastique telle que Darwin l'a décrit est bien, je viens de le rappeler, une articulation de l'identité et de la différence. Identité, parce que les individus sélectionnés sont aptes à se reproduire et s'inscrivent ainsi dans la stabilité d'un type identifiable. Différence, parce que cette identité n'est pas rigide et qu'elle s'obtient précisément de la variabilité. Le génie de Darwin est de montrer que l'identité naturelle est une identité produite par différenciation des structures et des types. Mais justement, là où il y a, dans la nature, équilibre automatique et aveugle entre les deux, entre identité et différence, il semble qu'il y ait toujours, dans l'ordre social, prédominance de l'identité sur la différence et que l'équilibre soit d'entrée de jeu rompu. Dès que la sélection devient intention de sélection, comme c'est le cas dans nos sociétés, elle suppose des critères prédéfinis, cette fois programmés, et dès qu'il n'y a plus naturalité ou spontanéité de la sélection, alors la condition plastique est détruite. La grande question que je voudrais poser par rapport à Darwin, c'est alors peut-on considérer que le darwinisme s'arrête décidément au seuil de la société et de la culture? N'a-t-il de sens qu'à l'intérieur de la nature? Ne peut-on considérer que toute destinée sociale précisément le trahit ou justement le dénature? Dans l'ordre social, contrairement à ce qui se produit dans la nature, les singularités, par définition, ne se reproduisent pas, et c'est tout le problème, et il semble que Darwin n'y ait pas répondu. Toute une critique sociologique a d'ailleurs montré, on le sait, que les héritiers ne sont précisément pas concernés par la condition plastique des descendants. Mes remarques iront donc à l'encontre du darwinisme social, qui postule que les meilleurs le sont en quelque sorte par nature. Je voudrais à l'inverse montrer que, parce qu'il n'y a jamais de naturalité dans le social, on est obligé justement de programmer la sélection et d'en faire un pur processus de reproduction de l'identique. Après un examen rapide de ces questions, je me demanderai, pour finir, s'il n'est pas malgré tout possible, ce qui serait la chance de notre actualité, de réenvisager à nouveau frais une plasticité de la condition sociale en retrouvant la richesse des variations et des déviations de structure dans la sélection sociale. N'est-il pas possible de penser aujourd'hui à nouveau un équilibre politique et social du rapport variation-sélection, de penser en quelque sorte biomimétiquement, c'est-à-dire en prenant modèle sur la nature,
un avenir inédit de la différence. Où en est-on avec Darwin sur ce point aujourd'hui? Pour répondre, je me tournerai en particulier vers les travaux de Jean-Pierre Changeux, en proposant d'examiner si ce qu'il appelle avec d'autres le darwinisme mental ne permet pas justement d'apporter un éclairage nouveau sur le problème, en redonnant au social une certaine souplesse par la grâce d'une condition plastique bien particulière et fondamentale, celle de la plasticité neuronale. Alors, très brièvement, je vais instruire de façon un petit peu plus détaillée les questions que je viens de poser. On sait que Darwin part de la sélection artificielle ou technique pour construire le concept de sélection naturelle. L'expérience des horticulteurs et des éleveurs qu'il raconte dans le chapitre 1 de l'origine des espèces prouve qu'il est possible de modifier profondément les types vitaux, animaux ou végétaux, parce qu'il est de leur structure d'être précisément modifiable. Un individu vivant, nous dit Darwin, présente toujours de légères variations qui lui sont personnelles. Si l'éleveur veut obtenir un certain type, des moutons à laine plus épaisse par exemple, il sélectionne, choisit parmi les jeunes, ceux qui présentent le caractère souhaité de la manière la plus remarquable et il les isole. Le rapport identité et différence est ainsi en place. Grâce à la sélection artificielle, on voit apparaître des races durables qui présentent le caractère distinctif ou la différence souhaitée. Si sélection artificielle et sélection naturelle ont évidemment des traits communs, il est clair, ce que Darwin annonce dès le chapitre suivant, qu'elles divergent aussi de manière conséquente. Darwin dit bien d'ailleurs qu'il construit le concept de sélection naturelle simplement par métaphore, en prenant appui, donc métaphoriquement, sur le processus de la sélection artificielle qu'il a examiné dans le premier chapitre. Il reconnaît donc le caractère d'artifice pédagogique de son concept de sélection naturelle. Les conditions dans lesquelles s'effectue la transformation des espèces ne sont pas du tout les mêmes dans la nature. Dans l'élevage ou la culture, les variations remarquées et choisies ne s'accroissent que par l'isolement des individus reproductibles. Or, dans la nature, il n'y a que des populations hétérogènes. L'isolement est donc impossible. D'autre part, les races produites par la sélection artificielle sont monstrueuses et ne peuvent survivre comme telles dans la nature. Mais surtout, et c'est là le point central et la différence principale selon moi, la sélection artificielle est déjà en elle-même une rupture de la condition plastique, puisque le rapport entre identité et différence, entre variation et sélection, y est précisément programmé, prédéterminé, alors que l'idée même de choix, selon un paradoxe apparent, est entièrement absente de la sélection naturelle. C'est pourquoi, selon Darwin, la sélection artificielle, qui ne lui sert que de paradigme métaphorique, n'est pas suffisante, non plus que le malthusianisme, pour rendre compte de ce qui a lieu dans la nature. Dans la nature, on le sait, le plus apte n'est jamais que celui qui rencontre par hasard un milieu favorable à sa survie. François Jacob dit qu'il s'agit simplement, je cite, d'ajuster une réponse au milieu. Et l'adaptation, la convenance entre le milieu et la variation peuvent être aléatoires. Il n'y a pas de meilleur en soi. L'idée de sélection naturelle, ou plutôt l'expression de la sélection naturelle, n'a donc pas de contenu spécifique. Il s'agit simplement d'un concept récapitulatif. En fait, il faut le dire, il n'y a pas d'activité de sélection dans la sélection naturelle. La notion de perfectionnement qui y est contenue demeure sans dessein ni sans but. On retrouve donc dans la nature, on découvre dans la nature cette idée extraordinaire qu'il y a une sélection sans aucune intention sélective, c'est-à-dire sans critères prédéfinis. La forme des survivants, leur permanence dans le temps, cette forme est en quelque sorte sculptée simplement par la disparition des désavantagés. C'est là l'autre aspect de la condition plastique. Je cite Canguilhem qui disait « C'est la mort qui est le sculpteur aveugle de la forme des vivants ». C'est donc seulement la mort qui départage les plus aptes des moins aptes. Dès lors, on voit bien, et pour finir, que si la sélection naturelle a des effets équivalents à ceux de la sélection artificielle, ces procédés ne sont, encore une fois, pas du tout ceux d'une sélection. Le processus de la sélection sociale, au sens strict que je lui ai donné pour commencer, à savoir la sélection de capacités spéciales ou d'aptitudes dans le cadre d'examens, de concours,
l'entretien d'embauche, ce processus, donc, apparaît originairement comme l'antonyme de la condition plastique naturelle. En lui, en effet, ce qui va encore au-delà de ce qui a lieu dans la sélection artificielle des espèces, il semble qu'il ne puisse pas y avoir du tout d'émergence de différences. Le catalogue des tâches, le profil des postes, le protocole des épreuves précèdent toujours la rencontre avec la variabilité et la diversité des candidats. La sélection sociale ne peut donc consister dans la production d'une différence. Elle semble constituer plutôt dans la perpétuation des critères à travers ceux que l'on choisit. Ainsi, ce ne sont pas les meilleurs que l'on sélectionne, ni même ceux qui font preuve d'étonnantes capacités d'adaptation, mais ceux qui sont les plus conformes. Dans le social, la convention semble toujours prendre le pas sur la valeur. La sélection sociale exprime alors, au contraire de la sélection naturelle, les pesanteurs sociologiques, en assurant perpétuation et renouvellement et jamais émergence de singularité. Marx, le premier, dans sa critique du droit politique hegelien en particulier, a dénoncé le caractère conservateur de la sélection sociale des aptitudes. Par exemple, dit-il, les fonctionnaires, tels que Hegel les décrit, n'ont aucune compétence spéciale. Hegel écrit à propos des fonctionnaires, je cite les principes de la philosophie du droit au paragraphe 291, « Ces individus, dit-il, ne sont pas destinés à ces fonctions par leur personnalité naturelle ou par leur naissance. L'élément objectif qui les rend aptes à de telles fonctions est la connaissance et la preuve de leur capacité. » Fin de citation, mais Marx dit quelle capacité? En réalité, ces capacités ne consistent en rien d'autre qu'en l'art de perpétrer l'ordre étatique en place. Elles ne correspondent à aucun talent, aucun autre talent que celui du conformisme. Une autre critique, de même inspiration, on le sait, sera celle mise en œuvre par Pierre Bourdieu, notamment dans le fameux ouvrage que tout le monde connaît, qu'il co-signe avec René Passeron, Les Héritiers, dans un autre ouvrage aussi qui s'appelle La reproduction, mais on peut considérer qu'il en est ainsi dans toute son œuvre. La théorie dite de légitimité culturelle, qui correspond en fait à la question de la sélection sociale, permet à Bourdieu de montrer comment les normes de la sélection sont toujours définies à l'avance et en ce sens constituent un véritable programme, ce qui les fait coïncider encore une fois, quoi qu'il en soit et quoi qu'on en dise, avec de pures et simples valeurs de conformité. La caractéristique principale de la légitimation est d'être, nous dit Bourdieu, une autorité sociale dissimulée, je le cite dans Les Héritiers, page 72, c'est là la fonction de reproduction sociale de la reproduction culturelle. L'adaptation, qui en biologie est différenciation et progrès, apparaît n'être dans l'ordre culturel qu'un simple facteur d'élimination. La latitude, le jeu que l'adaptation permet dans la nature, disparaît purement et simplement de la société. On ne peut donc pas véritablement s'étonner du caractère éminemment contradictoire d'une sélection sociale qui, fonctionnant comme principe d'antiplasticité, n'a pour but que de reproduire l'ordre et élit le plus souvent tant de médiocres, d'incompétents et d'esprits bornés. Qui d'entre nous n'a jamais été choqué par l'injustice d'un tri qui ne retient que les individus les plus conformes et jamais les plus singuliers? Qui n'a jamais eu le sentiment que la sélection sociale n'était en effet qu'un programme, jamais une promesse, et que les transformations morphologiques de la société n'étaient au fond que les agents de sa reproduction? La question qui se pose est alors celle de savoir si un tel destin de la sélection sociale est une fatalité, ou bien si, comme je le disais pour commencer, la sélection peut, dans l'ordre politique, rejoindre d'une quelconque façon la condition plastique naturelle. Comment assurer, dans l'ordre social, l'équilibre entre variation et sélection, l'avenir de la différence, la promesse de l'inattendu, en sachant en effet que, dans l'ordre social, le singulier ne peut pas se reproduire? Comment, en quelque sorte, donner à Darwin son destin social, un destin social digne de ce qu'il a annoncé dans l'origine des espèces? Il n'y aurait pour cela qu'une seule solution. Il faudrait que l'identité, la ressemblance, la détermination des critères ne préexistent pas à la sélection elle-même.
Ce serait alors la condition plastique retrouvée. Mais le problème que nous avons dans la société est bien de savoir comment est-il possible de ne pas identifier la différence à l'avance. Le seul philosophe à avoir tenté de penser ce problème jusqu'à présent est Nietzsche. Il est vrai que jusqu'à une époque très récente, la doctrine de l'éternel retour a été la seule tentative de réponse à la question de cette non-identification préalable des différences sélectionnées. La sélection, dit Nietzsche, est un retour, mais c'est un retour qui ne revient jamais au même. C'est, dira Deleuze dans son livre Nietzsche et la philosophie, une répétition, mais une répétition productrice de différences, et jamais une duplication de l'identique. Je cite Deleuze, « L'éternel retour est l'être de la différence. Ce qui se répète, ce qui est élu, est donc le singulier. » Je cite encore Deleuze, « La différence et l'identité ne préexistent pas au retour de ce qui revient, il ne qualifie pas d'abord ce qui revient. » C'est dire que la sélection dont on parle ici, dans son processus de répétition, de cercle, produit ses propres critères à mesure qu'elle opère. Elle devient alors ainsi sensibilité à la validité, à la viabilité des différences. L'exemple qu'en donne par excellence Nietzsche est la musique. La musique authentique, nous dit-il, est celle qui ouvre à l'infinité de ses interprétations. Chaque interprète renouvellera, répétera le destin de cette musique sans critères prédéfinis. Les interprètes seraient ainsi dans l'ordre social l'équivalent des descendants dans l'ordre naturel. Mais comment retrouver dans ces propos la préoccupation darwinienne telle que je l'ai présentée pour commencer? Donc, dans l'introduction, j'ai dit que je me tournerais pour finir vers l'espoir réel que peut représenter, selon moi, dans ce domaine, la théorie élaborée entre autres donc par Jean-Pierre Changeux, théorie dite du darwinisme mental, ou encore la théorie de l'épigenèse par stabilisation sélective des synapses. On retrouverait ici, grâce à cette théorie, en quelque sorte le mouvement de l'éternel retour dans la nature. C'est-à-dire qu'on retrouverait, on réintroduirait une pensée de l'éternel retour dans la biologie. Changeux nous invite à distinguer entre ce qu'il appelle l'enveloppe génétique, qui contient les données du programme, et ce qu'il appelle donc la variabilité épigénétique des individus. Variabilité qui dépend pour une part essentielle des influences du milieu, de l'éducation et de l'expérience. L'épigénétique a ainsi l'intérêt pour nous d'être le cœur, le croisement de la nature et de la société. Des mécanismes darwiniens non génétiques de variation-sélection, nous dit-il, permettent d'éliminer d'un côté, de stabiliser de l'autre certaines configurations synaptiques. Ces dernières, étant analogues aux plus aptes dans l'évolution, permettent de comprendre comment la mémoire des expériences acquises se perpétue dans le cerveau sous forme de traces neuronales stables. Ce sont précisément ces mécanismes d'acquisition, fondés sur le développement progressif de la connectivité cérébrale d'abord, sur la sélection de variables synaptiques en nombre quasi infini ensuite, qui permettront, au-delà de l'individu, de rendre compte de l'existence des objets rationnels, ce que Changeux appelle le vrai, des objets moraux, ce qu'il appelle le bien, des formes esthétiques, ce qu'il appelle le beau. Comment comprendre en effet que certaines formes culturelles prévalent sur d'autres? Eh bien, la réponse en est cette sélection synaptique qui fonctionne, comme le disait Darwin, sans critères prédéfinis. C'est précisément cette structure épigénétique du développement cérébral qui est connue sous le nom de plasticité neuronale. Changeux propose d'ailleurs d'abandonner purement et simplement la notion de programme génétique pour insister sur une stratégie évolutive complexe au sein de laquelle les formes culturelles, les œuvres, mais aussi, comme on disait, nos talents, nos aptitudes, sont sélectionnés et stabilisés sans critères prédéfinis. Les formes, qu'il s'agisse des œuvres ou qu'il s'agisse des compétences, s'imposeraient ainsi dans l'ordre social. Elles deviendraient viables, stables dans le chatoiement de leurs différences et non dans leur puissance de conformation et de reproduction. En effet, on ne connaît pas la raison des stabilisations des configurations synaptiques, pas plus qu'on ne connaît les raisons qui président au travail de la sélection naturelle.
L'évolution, celle des espèces, tout comme le développement, en particulier celui du cerveau, serait ainsi en quelque manière, comme le dit Changeux, comparable à l'art du collectionneur. Choix sans critères prédéterminés, caractère indéfiniment ouvert de la sélection, variation-sélection à égale proportion. Si, comme je le crois, cette théorie du darwinisme mental est valide, elle peut nous aider à postuler que les formes qui s'imposent dans une culture, celles des œuvres donc, mais aussi celles des talents, ne le doivent qu'à une rencontre aveugle entre un certain hasard et une certaine force interne dont aucun programme, aucune présélection sociale ne peuvent par avance décider. Leur validité, comme le dit Nietzsche en effet, ne s'imposerait que par leur puissance de retour et leur capacité à être interprétée. Je termine sur cette considération. Ce matin, Jean-Michel Besnier rappelait que le darwinisme n'est pas une puissance d'anticipation, mais je me demande quand même si la possibilité d'une condition plastique sociale, c'est-à-dire d'une condition plastique des formes, des habitus, des talents, qui serait aussi la condition plastique de nos descendants, ne serait pas, comme cela apparaît aujourd'hui avec la théorie du darwinisme mental, ne serait pas la promesse que nous réservait Darwin, qui savait peut-être qu'un jour, l'épigénétique excéderait tous les programmes et irait même au-delà de la forme banale des promesses. Voilà, je vous remercie de votre attention.